dans cette observation qui est dite spontanée, il n'y a pas de critères de recherche. On regarde de façon un petit peu générale. Ça arrive tout le temps en tant que professionnel. Par exemple, on est dans la cour ou dans le parc, et là, on voit tous les enfants qui sont en train de jouer, c'est tranquille, donc on est dans notre vigilance. Mais là, tout d'un coup, on voit un petit, on va dire Stevie, il est là, il ne bouge pas. Donc, on va se mettre à avoir une intention particulière sur le petit Stevie. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il se sent? Comment il se comporte? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est fatigué? Et du coup, c'est ça qu'on va appeler l'observation spontanée. Et enfin, l'observation qui est dite plus professionnelle. Donc, ça va être une observation qui est structurée avec des objectifs. Donc, c'est-à-dire que l'objectif, il est déterminé en amont. On a réfléchi en équipe ou avec une seule professionnelle de l'équipe, pas forcément toute l'équipe, à pourquoi on observe, ce qu'on observe et comment on l'observe. En fait, derrière une observation professionnelle, il y a une méthodologie. On va parler d'observation organisée. Alors que l'attention, le deuxième point, c'est plus une observation spontanée, sans objectif derrière. Ça va être vraiment ça la différence. Dans l'observation professionnelle, il y a un déroulement avec un planning et il y a des personnes qui sont préparées à être dans l'observation. Voilà pour ces 3 points. Alors, je vois juste un petit peu. Qu'est-ce que l'observation professionnelle? Donc, c'est la posture qu'on va adopter pour observer. On sait ce qu'on recherche et on va passer par des critères et on n'est pas dans l'interprétation. Donc, on est vraiment là pour rendre compte d'un fait qui est mesurable. Alors, si par exemple, on va prendre un exemple assez concret, vous observez une tempête émotionnelle, donc une petite fille qui est en tempête émotionnelle. Ça fait plusieurs semaines que c'est une tempête émotionnelle. Eh bien, quand on va être dans une observation professionnelle, on va regarder son attitude et les signes. Quel est le tonus? Quels sont les mots? Quelles sont la posture qu'elle adopte, les gestes, le corps, les mimiques, le regard? Ça va être tout un ensemble de choses qui va nous donner des informations très factuelles. Je vais vous donner un exemple que moi, je fais pour qu'on voit bien quand on est dans une observation factuelle et quand on est dans une interprétation. Moi, quand j'anime des ateliers avec les parents, j'ai un atelier qui s'appelle Stop aux crises. Donc, justement, on est sur des tempêtes émotionnelles. Et je vais demander aux parents, au début, qu'ils choisissent une crise qu'ils n'ont pas réussi à gérer avec leur enfant et qui l'écrivent sur un papier. Donc, il n'y a pas de consigne ou qu'ils écrivent la crise. Et au milieu de l'atelier, on va reprendre ce qu'ils ont écrit et on va le faire avec un point de vue d'observation, avec un objectif. Donc, en général, quand ils vont me raconter ce qu'ils ont écrit à première partie, c'est « elle s'oppose, elle hurle, elle refuse de me donner la main, elle est frustrée ». Donc là, on voit qu'on est dans de l'interprétation. Et après, quand on reprend la fiche, au milieu de l'atelier, je leur dis « maintenant, vous allez vraiment prendre du recul et vous allez faire comme si vous étiez en train d'expliquer la scène que vous avez vécue avec votre enfant, donc surtout comment s'est comporté votre enfant, et comme si vous étiez en train de l'expliquer à une personne non-voyante. Comme ça, ils vont être beaucoup plus dans l'objet, de façon objective, où ils vont raconter très factuellement ce qui s'est passé. Alors, je donne cette situation de personnes non-voyantes, ou alors je leur dis, vous êtes réalisateur d'un film, et vous avez devant vous une actrice qui doit jouer le rôle de votre fille. Eh bien, vous allez devoir lui dire exactement comment elle doit positionner son corps pour vraiment représenter votre enfant. Et du coup, là, les personnes vont être dans des faits vraiment très observables. Donc, ils vont parler du corps. Elle se recroqueville, elle a les yeux écarquillés, elle a les larmes aux yeux, elle a le visage rouge, elle a le corps qui est tout crispé. Oui, plein de petites choses comme ça. Et puis, ils vont dire petit à petit ce qui a bougé. Et puis, tout d'un coup, elle a tapé des pieds. Et là, elle s'est mise à hurler et elle a crié « Maman, je veux, je veux ». Voilà. Mais du coup, dans une observation professionnelle, ça va être expliqué comme ceci. Donc, ça va nous permettre, du coup, d'évaluer. Ça va être en plusieurs étapes. On va prendre le temps d'évaluer les faits de qu'est-ce qui s'est passé. Donc,
observer, c'est essentiel pour notre métier de pro de la petite enfance. Parce que, n'oublions pas, quand on est pro, hein, on a un rôle, on a une mission, c'est d'accompagner l'enfant avec respect et bienveillance. Et du coup, pour ça, eh bien, on va essayer de mettre en place, de faire en sorte que l'enfant soit en sécurité affective dans ses émotions, en sécurité physique. On va aussi repérer les différentes étapes de son développement global, où il en est dans ses acquisitions. On va aussi adapter nos pratiques professionnelles pour avoir une cohérence dans une équipe pluridisciplinaire et travailler de façon correcte avec une continuité éducative et avec les familles aussi. Donc, essayer d'être dans la coéducation. Donc, comme c'est notre rôle principal de pro de la petite enfance, eh bien, ça va être essentiel d'observer les enfants. On ne peut pas mettre les enfants en sécurité ou avoir une cohérence d'équipe si on ne sait pas de quoi les enfants ont besoin et où ils en sont dans leur développement. Donc, l'observation, elle va être essentielle. Mais observer, ça s'apprend. C'est pas inné. Parce que souvent, quand on arrive en tant que professionnel ou en tant que stagiaire, on va nous dire, on te laisse observer. Mais c'est un peu compliqué d'observer sans savoir quoi observer. Donc, c'est vraiment utiliser des outils que je vous présenterai juste après pour arriver à vraiment être dans une méthodologie. Ça ne se limite pas à juste regarder l'observation. C'est une méthode. Moi, je donnais ça beaucoup à mes stagiaires quand je leur demandais d'observer. Je leur donnais un tableau d'observation très simple, avec 4 colonnes. Avec les premiers jours, c'était ça. Déroulé de la journée avec les horaires. Donc, elles devaient observer à quelle heure les actions. Donc, les horaires, qu'est-ce qui se passe. Donc, par exemple, de 7h à 9h, accueil des enfants. Les tâches, donc la professionnelle installe le matériel, une se lève ou une est sur la petite chaise à roulettes pour aller accueillir les enfants, une est auprès des enfants. Voilà, et elle mettait toutes les tâches. Et après, dernière colonne, qu'est-ce qui m'a interrogée. Et du coup, la stagiaire, elle avait vraiment, pendant 2 jours, cette grille d'observation sous la main pour savoir quoi observer et pas juste observer comme ça dans le vent, parce que c'est très compliqué, déjà nous en tant que professionnels, mais encore plus pour les stagiaires. Donc, observer, c'est vraiment une méthode où on va décrire petit à petit avec des critères qu'on va avoir réfléchis en amont. Ça va nous permettre de prendre du recul et d'analyser pourquoi ça se passe comme ça. Et ensuite, d'ajuster les pratiques. Quand on a pris du recul sur nos observations analysées, ça va nous permettre de développer des compétences. Et ça, c'est essentiel quand vous passez une VAE, pour celles qui sont dans cette démarche de VAE d'auxiliaire ou d'éducatrice, parce que ça nous développe des compétences et ça, c'est essentiel de les notifier dans vos dossiers. Donc, ça peut développer des compétences de fiabilité, parce qu'en fait, on va avoir des chiffres où on va avoir une espèce de constance dans nos observations, on va se sentir plus respectueux, on va être plus précis parce qu'on va décrire sans interprétation, on va être dans des choses qui sont factuelles, et on va avoir une posture plus professionnelle parce qu'on va réussir à mieux communiquer, on va avoir un langage qui est plus pro, où on va avoir moins de jugement, et on va aussi pouvoir s'ajuster. Donc, dans les compétences, c'est une prise de recul et on va modifier notre pratique. Donc, on est toujours dans une amélioration continue. Donc, ça, c'est essentiel dans l'observation, d'avoir notion que ça nous permet de développer plein de compétences. Alors, on va voir les grands principes scientifiques de l'observation. Donc, la première chose, c'est d'avoir une attention qui est sélective. Donc, c'est notre cerveau. Notre cerveau, il ne capte pas tout. Il y a des choses que notre cerveau, il va laisser passer. On ne peut pas être concentré sur tout parce qu'en fait, il y a trop de stimulation. C'est un petit peu obligatoire quand on est en plus dans un climat où il y a beaucoup d'interactions, de mettre des petits filtres. En général, dans une situation où il y a déjà 2 protagonistes devant nous, il y a au moins 10 stimulations sensorielles différentes au niveau du bruit, au niveau des odeurs, au niveau des mouvements. Donc, quand vous êtes dans une section avec 12 enfants qui sont en train de jouer, des collègues qui sont en train de bouger, il y a trop de détails. Donc, en fait, vous ne pouvez pas tout capter. Donc, en fait, on a tous une attention qui va être sélective. Et notre cerveau, il ne va capter que certains détails. Donc, c'est pour ça qu'une observation qui va être préparée en amont, eh bien, on sait sur quoi on va observer. Alors qu'une observation, on va dire, un peu sauvage, eh bien là, il y aura
forcément des choses sélectionnées. Dans les grands principes scientifiques, ce que je voulais vous parler aussi, c'est des biais cognitifs. Donc, nos biais, on en a chacun, hein, ça va être des choses qui vont impacter la façon dont on observe. Donc, il y a des biais de confirmation et il y a l'effet de halo. Donc, je vais vous expliquer les deux. Les biais de confirmation, eh bien, en fait, c'est une façon de confirmer ce qu'on pense déjà. Donc, on va avoir tendance dans notre observation à chercher la confirmation de ce qu'on a déjà en tête. Par exemple, si vous vous dites, depuis le début de l'année, ah, Arthur, il ne sait pas se poser. C'est un petit garçon qui est quand même assez agité. Donc ça, vous pouvez le penser dans votre tête, hein, sans être dans le jugement, mais on est quand même dans, il faudrait peut-être que j'observe un peu plus Arthur. Mais du coup, là, on est dans un biais cognitif parce qu'on est déjà dans quelque chose où on veut confirmer. Et du coup, eh bien, la professionnelle qui s'est déjà dit cette réflexion, eh bien, elle va surtout remarquer les moments d'agitation d'Arthur. Mais elle ne va pas voir qu'il y a des moments où il est calme. Elle ne voit pas peut-être que, par exemple, dans les moments de transition, quand il a son petit doudou, eh bien, il est calme et il suit le groupe. Mais par contre, quand il y a de la stimulation auditive, eh bien, il se met à sauter de partout, à crier. Mais dans les moments de transition, c'est plus calme. Ben, voilà. Donc, en fait, on ne peut pas faire de vraies hypothèses quand on est un peu enfermé dans ces biais de confirmation. Et il y a aussi l'effet de halo. Donc, l'effet de halo, c'est une impression générale qu'on a. Et souvent, on va avoir une impression générale positive ou négative sur une situation. Et ça va influencer notre observation des autres comportements. Si, par exemple, il y a une petite bêtise qui est faite, eh bien, si notre impression générale du petit groupe d'enfants qui étaient là, c'est des enfants qui sont calmes, eh bien, on va peut-être les excuser plus facilement. Alors que si on arrive et que là, il y a 2 enfants qui sont dans la salle de bain, ils ont renversé un verre d'eau, je ne sais quoi, eh bien, si il y a un enfant qu'on a déjà une impression un peu négative sur son comportement, eh bien, quand on arrive, eh bien, dans notre tête, on a déjà l'impression qu'il est responsable de la petite bêtise qui est devant nous. Donc ça, c'est vraiment des biais cognitifs et ça va nous aider pas du tout à être dans une observation fine et factuelle. Mais c'est important d'en avoir conscience parce qu'on en a tous et c'est comme ça. C'est parce qu'en fait, on a grandi dans un contexte, on a des croyances limitantes et malheureusement, on est tous à peu près dans le jugement. Donc, c'est intéressant d'avoir notion qu'on l'est et que c'est OK de l'être, mais du coup, de ne pas utiliser cette posture-là quand on est dans notre cadre professionnel et savoir que c'est des biais cognitifs, mais d'avoir une observation qui va être plus factuelle. Et du coup, de partir dans de la neutralité. Donc, essentiel d'être neutre quand on observe. Donc, neutre, ça veut dire d'être objectif. Donc, sur des faits observables. Rappelez-vous, quand je vous ai parlé de la petite fille, si on observait la tempête émotionnelle. Donc, quand on est neutre, on est sans jugement. Donc, même si à l'intérieur, il y a un jugement qui vient, on ne va pas le dire à ses collègues, on ne va pas le dire aux parents. Et on va donner que des informations qui sont utiles, qui sont informatives pour l'équipe et qui vont faire avancer le schmilblick. On ne va pas donner des informations qui ne servent à rien. Parce qu'on peut tendance à avoir envie de dialoguer, mais si l'information n'est pas utile pour la prise en charge de l'enfant, ce n'est pas important et on l'oublie, c'est du détail. Je vous donne un exemple pour une situation où on peut être dans la neutralité ou on ne l'est pas. Par exemple, le petit Lucas, tous les jours pour aller à la sieste, il pleure. Et là, en ce moment, il s'accroche beaucoup à la professionnelle, à Evelyne, et il lui tire le pantalon. Donc, ça, c'est les faits. Lucas pleure quand on arrive dans le dortoir et il tire le pantalon d'Evelyne. Donc, si on est en réunion et qu'on dit ça, eh ben, on va aller chercher les hypothèses de pourquoi. Mais si on est plutôt à raconter, oh là là, Lucas, il ne supporte pas le moment de la sieste et il n'arrive pas à se séparer d'Evelyne. Eh bien là, on est dans une interprétation. On n'est pas sur quelque chose de factuel. Donc, on est déjà en train de juger et de se dire que le problème vient de la relation entre Lucas et Evelyne et ça peut créer des malentendus. Et du coup, ce n'est pas assez fiable dans l'observation. Donc, vraiment, essayez, quand vous êtes en réunion d'équipe, de rester sur du factuel. Chaque fois qu'on rentre dans le dortoir, ou la dernière semaine, ou les 2 derniers jours, d'être encore plus précis, Lucas a pleuré. Un jour, il a pleuré 4 minutes et un jour, il a pleuré 5 minutes. Est-ce qu'il a pleuré toutes les fois où il y avait Evelyne ou pas? Ah oui, il y a une fois où il y avait Evelyne, mais il y avait aussi une fois où il y avait Marie. Donc, vous voyez, plus on va prendre de la hauteur dans l'observation et dans le fait d'être factuel et d'être neutre, et moins on va être dans l'interprétation.
Et on peut faire différents types d'observations, participantes ou non participantes. Quand on est seul, qu'on est assistante maternelle, évidemment qu'on va participer. Alors après, je vous présenterai les outils où vous pouvez le faire de non participante. Je vous explique les deux situations. Donc, participante, c'est quand la pro, elle intervient et elle interagit pendant qu'elle observe. Donc, par exemple, vous accompagnez un groupe d'enfants pendant une activité, pendant un jeu, eh bien, vous êtes dans l'interaction, vous êtes dans l'observation. Donc, l'avantage de cette situation, c'est que vous créez une relation de confiance parce que vous observez, vous prenez le temps, vous êtes dans une observation en temps réel. L'inconvénient, c'est que vous allez influencer la scène. Comme vous n'avez pas de recul, vous n'avez pas pris le temps d'analyser les faits, vous allez réagir avec votre émotion, mais aussi avec votre interprétation, avec vos croyances et avec votre niveau d'énergie, votre fatigue, votre stress et tout ce que vous avez pu vivre avant ce moment de jeu. Donc, la façon dont vous allez interagir, elle va être un petit peu biaisée. Elle n'est pas assez analysée, vous n'avez pas pris le recul. Et quand on est dans une observation non participante, c'est-à-dire que la personne, elle est là juste pour l'observation, donc elle n'intervient pas, elle est en recul, à distance, et elle va observer les interactions des enfants entre eux, les interactions avec la professionnelle, les interactions dans le jeu, et elle va analyser sans interagir. Donc l'avantage, quand on est non participant, c'est qu'on va être plus neutre et on va être moins influencé par ce qu'on a pu vivre, parce qu'on n'est que dans l'observation, on n'a pas besoin d'être dans une autre action. Mais l'inconvénient, c'est que c'est plus difficile parce que on ne voit pas vraiment toutes les mimiques quand on n'est pas installé au cœur du jeu. On a moins l'information émotionnelle. Et en plus, les enfants, quand ils sont observés, eh bien, en fait, il va avoir une tendance à regarder la personne ou s'apaiser. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans vos différentes structures. Mais moi, par exemple, quand il y avait la psychologue qui venait faire des observations et qu'on lui demandait d'observer un enfant en particulier, eh bien, on pouvait être sûr que cet enfant, il allait pas du tout avoir le comportement que nous, on avait observé parce qu'il y a une nouvelle personne, il y a une tranquillité, tout le monde est attentif à ce qui se passe. Du coup, l'enfant est plus posé. Donc, c'est sûr que d'avoir une observation non participante, c'est très intéressant parce que la personne, elle est plus neutre et elle est moins influencée par ce qui se passe, mais qu'avec des jeunes enfants, ça peut changer la dynamique. Enfin, je vous dis avec des jeunes enfants, mais ça peut être pareil avec des enfants plus grands ou même avec des adultes. Dès qu'on se sent observé, c'est plus délicat pour les personnes d'être naturelles et authentiques. Alors, on va parler maintenant de la posture réflexive. Donc, la posture réflexive, elle est en 3 étapes. Donc, on l'a déjà un petit peu vu, mais je vous les redonne parce que c'est les grandes bases pour être dans une observation professionnelle. Donc, la première chose, ça va être d'observer, de collecter des faits. Du coup, d'avoir réfléchi en amont à quelles infos concrètes que je veux connaître. Donc, c'est la base du travail de l'observation. Sans grille d'observation, sans critères, on ne sait pas quoi observer. Donc, on n'est pas dans une observation dite professionnelle. Donc, il faut une base solide de critères d'observation pour comprendre mieux la situation. Une fois qu'on a rempli ces critères, on va analyser. Donc, on va croiser les infos et on va rechercher les causes possibles. Donc, on va mettre en lien toutes les observations faites et on va faire comme un bilan d'observation et on va relier ce bilan avec nos connaissances du terrain. On va relier avec nos connaissances sur le développement de l'enfant et on va envisager plusieurs hypothèses de pourquoi à ce moment-là, ça s'est mal passé parce que peut-être, là, il y avait trop de lumière, là, il y avait pas assez de professionnels, là, il y avait, je ne sais pas, beaucoup de bruit. Donc, on va aller chercher toutes les hypothèses pour ensuite pouvoir ajuster et adapter notre pratique, partager ça avec l'équipe pour améliorer notre prise en charge des enfants, l'aménagement d'espace, ou partager ça avec les parents pour qu'il y ait une continuité éducative entre ce qui se passe dans l'équipe et avec les parents. Donc, on va transformer nos observations et nos analyses en actions concrètes ce qui va permettre une amélioration du service. Donc, ça va vraiment favoriser la reconnaissance professionnelle. On va vraiment affiner notre posture professionnelle et se sentir plus pro, plus sûr de soi pour proposer des outils parce que derrière, il y a une observation fine avec une analyse. Alors, à quoi ça sert concrètement l'observation?
donc à plein de choses et on va les voir en détail. Donc, mieux comprendre les besoins, adapter ses pratiques, améliorer la qualité de l'accueil, développer la posture réflexive, donc ce que je viens de vous expliquer en 3 points, renforcer la cohérence et soutenir le travail des parents. Donc, on va voir ça un petit peu plus en détail. De pourquoi on observe. Donc, pour mieux comprendre l'enfant, repérer son niveau de développement, où il en est concrètement dans son développement global, au niveau motricité, au niveau affectif, au niveau langagier, au niveau sensoriel, au niveau autonomie. Donc, on va voir vraiment qu'est-ce qui joue pour lui, quel est où il en est dans ses acquisitions de manière générale. On peut identifier aussi ses besoins particuliers. Si vous ne connaissez pas trop les besoins, vous pouvez vous référer à Virginia Anderson. Dans la formation d'auxiliaire de puériculture, c'est sur cette base, donc c'est 14 besoins de Virginia Anderson, qu'on va se baser pour faire une étude de soins. Donc, je vous invite à regarder les 14 besoins de Virginia Anderson, comme ça, vous avez vraiment les besoins particuliers des enfants et de pouvoir classifier en fonction de ce que vous avez observé des enfants, quel était son besoin. Et comprendre pourquoi il a eu ce comportement. Parce que, en fait, si on interagit, si par exemple un enfant mord un autre enfant, mais qu'on n'a pas le contexte, qu'on ne s'est pas posé, qu'on ne sait pas où il en est dans son niveau de développement et qu'on intervient tout de suite, on ne va pas intervenir de la même manière. Alors que si on a cherché les causes, où il en est, quels étaient les besoins en jeu, eh bien, on va pouvoir mieux comprendre son comportement. Et suivre son évolution dans le temps, c'est essentiel, ça, de dater, de donner une trace parce que l'enfant, il change tout le temps. Et souvent, ça nous arrive en réunion de se dire « Ah oui, en ce moment, il est comme ça, mais c'est vrai, il y a 2 mois, tu disais qu'il était comme ça, mais est-ce que c'était il y a vraiment 2 mois ?» Si on n'a pas de traçabilité, eh bien, on ne se rend pas compte. Donc, c'est vraiment essentiel quand on est dans des observations fines d'avoir notifié dans le temps tout ce qui s'est passé. Ça nous permet aussi d'adapter l'accompagnement. On va ajuster nos postures éducatives, offrir du matériel qui va être plus adapté. Moi, par exemple, dans une structure, on avait du matériel Picard-Loxy, on avait mis un triangle. Donc, vous voyez, c'est des échelles de cette forme-là. Et en fait, eh bien, il y a des enfants qui n'allaient pas, qui ne montaient pas, qui ne l'utilisaient pas parce qu'il était un petit peu trop haut. Donc, quand on observe ça, et qu'on l'a vu plusieurs fois avec plusieurs enfants, eh bien, c'est là où on peut se questionner de pourquoi ces enfants, est-ce que c'est la peur, est-ce que c'est le matériel, et du coup de réajuster, donc de réaménager l'espace en fonction de ce qu'on a observé et des besoins des enfants. Une zone plus calme, une zone dynamique. Nous, on avait par exemple une piscine à balles dans la pièce. Et c'était très sympa pour tous les moments de jeu libre. Mais au moment où on allait passer à table, on faisait un petit temps calme et après, les enfants passaient à table. Et après le temps calme, eh bien, comme on passait à côté de la piscine à balles, tous les enfants avaient tendance, ou certains, à sauter dans la piscine à balles. Et du coup, après des observations fines, avoir pris le temps de voir est-ce qu'on ne peut pas changer de chemin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, eh bien, on a décidé, on ne pouvait pas changer la piscine à balles d'espace parce qu'elle était trop volumineuse, mais du coup, on a décidé de réaménager avec un drap ou un tapis. Donc, c'est vraiment très important ces observations parce qu'elles vont nous amener des choses qui vont être des vrais repères et on va éviter de perdre de l'énergie et du temps à tout le temps répéter les mêmes choses. Et adapter aussi notre intervention, savoir quand intervenir, que dire, comment soutenir, comment sécuriser. L'observation, elle va nous permettre aussi d'assurer la sécurité physique et affective, de prévenir les risques. Si ça fait 6 fois qu'au moment du repas, par exemple, les enfants, en sortant du petit coin lavabo, eh bien, ils glissent. Prévention des risques, nous avons observé plusieurs glissades, eh bien, il nous faut commander un petit tapis ou mettre des serviettes éponges. Mais c'est parce qu'on est parti sur des faits observables. Parce que des fois, voilà, si on dit « Ah, mais il risque de glisser », bon, bien sûr, c'est mieux de ne pas attendre qu'il glisse, hein, mais si c'est des faits observables, où j'ai vu qu'il y a eu 2 enfants qui ont failli glisser, là, on est sur des faits observables, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place et on en discute ensemble. Donc, ça permet de prévenir les risques et de mettre en place des actions de prévention très concrètes. Au niveau de la sécurité affective, je pense à une petite fille, nous, qui, dans une de mes structures, là, les dernières où j'étais, tous les jours, à partir de 16h30, alors que toute la journée, elle avait le smile, elle se mettait à pleurer. Du coup, au début, on était un peu démunis, mais qu'est-ce qui se passe pour elle? Est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle aurait besoin d'une autre sieste parce qu'elle était petite? Et en fait, à force d'observer les allées et venues
des professionnels, des parents, on s'est rendu compte que c'était dès qu'il y avait des mouvements de porte, parce qu'il y avait les transmissions, et en fait, ça lui rappelait qu'elle, elle partait la dernière de la structure. Donc, repérer les signes de mal-être, les comportements inhabituels, comme cette petite, elle sourit toute la journée, mais qu'à ce moment-là, elle ne sourit plus, on lui propose une sieste, elle n'est pas fatiguée, elle est en retrait, elle est fatiguée, non, elle n'est pas fatiguée. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour elle? Pourquoi à cette heure-là, elle pleure? Et bien, du coup, on a décidé que cette petite, on allait mettre en place un espace où les enfants qui partaient le plus tard, ils pouvaient être dans cet espace plus tranquillisés de 16h30 à 18h et ils n'avaient pas tous les allées et venues des professionnels et des parents. Et soutenir l'enfant dans ses émotions, identifier les moments où il a besoin d'aide, d'écoute et de réassurance. Alors, pour analyser aussi les comportements dans la dynamique du groupe, donc de repérer les interactions entre enfants. Est-ce que les enfants, ils coopèrent? Est-ce qu'ils sont dans le conflit? Donc, si vous avez repéré qu'il y avait deux enfants qui avaient tendance tout le temps à être dans le conflit ensemble, et bien peut-être leur proposer, du coup, de ne pas participer en même temps à la même situation ou de ne pas être complètement à côté. Si ils sont à la même table du repas, vous pouvez essayer de les décaler. Donc, ça, c'est vraiment essentiel d'avoir pris ce temps d'observation et d'analyser si vraiment c'est la posture, c'est les émotions, c'est l'attitude de l'adulte, parce que ça peut être tout de suite, on les sépare, mais en fait, c'était peut-être pas ça la problématique à ce moment-là. Donc, ça va être super intéressant d'aller voir les interactions. S'il y a d'autres moments, ils jouent, donc c'est peut-être une amitié qui est naissante, mais du coup, c'est la posture de la professionnelle qui n'était pas adéquate à ce moment-là. L'observation, les tensions dans l'espace, espace trop stimulant, manque de matériel, zone de conflit. Nous, on avait observé, par exemple, qu'il y avait beaucoup de conflits au niveau de la petite dinette. On avait énormément de petites fourchettes, mais on n'avait que 2 petites cuillères. Et du coup, c'était devenu l'objet l'objet à avoir. Donc, les enfants, le matin arrivés, ils se précipitaient sur la dinette pour choper les petites cuillères. Du coup, on s'est bien rendu compte que c'était un manque de matériel et on n'allait pas enlever les petites cuillères. Du coup, on en a recommandé pour permettre qu'il y ait moins de tension dans cet espace. Mais ça, on ne le fait pas directement. C'est vraiment après avoir observé pendant plusieurs temps, en avoir parlé en équipe, réfléchi à comment on positionne le matériel, qu'est-ce qui se passe pour les enfants. Et prévoir des ajustements, réaménager, rotation des jeux, nouvelles règles. Donc ça, c'est toujours, on observe, on analyse et on met en place des réajustements. Soutenir le travail avec les parents. Donc, plus on va avoir fait une observation professionnelle, mieux on pourra expliquer les comportements avec des termes factuels. Ça va vous aider parce que souvent, on peut être un peu craintif. Moi, je sais que j'avais travaillé beaucoup sur l'agressivité avec des collègues et il y en avait qui n'étaient pas à l'aise d'avoir, elles avaient peur d'être dans le jugement et d'activer le parent. Donc, par exemple, quand il y avait une morsure ou une griffure, quoi que ce soit, eh bien, en fait, elles n'osaient pas faire les transmissions avec les parents. Donc, on a beaucoup travaillé sur les outils, sur qu'est-ce qu'on observe dans l'interaction. Et du coup, les professionnels étaient plus à l'aise pour transmettre leurs observations très factuelles aux parents. Et du coup, quand on part avec des faits très factuels, eh bien, on n'est plus dans le ressenti. Et du coup, quand on est trop dans le ressenti, eh bien, on peut avoir peur de faire une transmission professionnelle. Donc, d'avoir des observations concrètes, ça permet d'avoir des signes, des critères qu'on va pouvoir transmettre aux parents. Donc, on va pouvoir aussi répondre aux questions des familles de façon beaucoup plus précise, parce qu'on sait ce qui s'est passé pour l'enfant. Et ça veut valoriser les compétences de l'enfant, parce que quand on l'a observé, eh bien, on sait ses capacités et on ne se focalise pas que sur une impression. Vous vous rappelez les biais cognitifs. Et souvent, les parents, malheureusement, qui n'ont pas ce recul et des outils, ils sont beaucoup dans les biais cognitifs. Alors, les différents outils pour l'observation professionnelle. Donc, les premiers outils, ce sont les grilles d'observation. Donc ça, je vais vous en présenter quelques-unes après. Et du coup, c'est les choses qu'on va utiliser, mais qu'il faut construire. Donc, les grilles d'observation, elles vont nous aider à avoir des critères sur lesquels s'appuyer pour observer l'enfant. Si, par exemple, vous devez faire une observation du développement global, eh bien, vous allez prendre tous les aspects du développement, le langage, la motricité, et vous allez noter où en est l'enfant dans son développement. Donc, on va prendre par exemple le développement moteur. Eh bien, vous allez par exemple faire un item avec les déplacements, un item avec la manipulation, un item avec la coordination, avec la posture. Et
soit vous choisissez de pré-remplir avec des petites choses à cocher. Donc, par exemple, où il en est de ses déplacements. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il court? Est-ce qu'il rampe? Est-ce qu'il a quatre pattes? Et on va cocher ce qu'il est capable de faire. Manipulation, est-ce qu'il fait la pince fine? Est-ce qu'il empile? Pareil, on coche. Ou alors, on remplit, on écrit à la main ce qu'on a observé, ce qu'il est en capacité de faire. Donc, il y a plusieurs façons de créer des grilles. Donc, ça peut être 3 cases avec acquis, non acquis ou à travailler. Ça peut être des critères à cocher. Ça peut être des petits points à remplir. Et ça peut être un indicateur, une légende. Par exemple, quand souvent on est en train de faire l'échange dans la salle de bain, on va avoir un code avec nos collègues. Si par exemple il y a une selle liquide, on va mettre SL sur le tableau des selles ou urine, on va mettre un U. Donc en fait, c'est des abréviations, c'est une légende qui va permettre que dès que la collègue regarde de façon très rapide, savoir si Mathéo, il a fait plusieurs selles aujourd'hui. Et bien là, c'est pareil sur une grille d'observation, on va pouvoir mettre des légendes. Je vais vous montrer, j'ai pris une grille d'observation avec des légendes. Voilà du coup pour les grilles d'observation. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas le temps de faire des grilles d'observation, utiliser la méthode QQO-QCP. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Méthode très efficace, universelle. Et du coup, on reprend la situation qui nous questionne et on va prendre point par point. Qui est présent? Qui sont les protagonistes dans cette situation? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc là, on essaye d'être factuel. Où? Le lieu. L'espace, parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé autour du lieu, donc ça va influencer le comportement. C'est très important de bien recentrer le lieu. Quand? À quel moment de la journée? On s'aperçoit souvent sur les morsures, par exemple, que c'est souvent au même moment. Donc ça, c'est très important quand vous avez un enfant qui mord souvent, d'aller repérer où, qui et quand. Ça nous donne des informations très importantes. Est-ce qu'il y avait un besoin? Est-ce qu'ils étaient fatigués? Est-ce qu'ils avaient faim? Est-ce que le contexte, c'est un moment de transition parce que c'est 10h30 qu'il y a la collègue du soir qui arrive et du coup, les collègues, elles sont plus centrées sur se dire bonjour et faire une transmission de la matinée? Est-ce que c'est le moment des pauses du midi? Est-ce que c'est… Enfin voilà, c'est d'aller chercher à quel moment. Le comment. Donc, c'est-à-dire, là, on va vraiment écrire les gestes, les paroles, le rythme. Comment ça s'est passé concrètement. Donc, la manière dont la situation s'est passée, elle est aussi importante que l'action en elle-même. On ne va pas se centrer que juste Léonie a mordu Octave. Non, c'est comment, de quelle manière, à quel endroit du corps, comment elle s'est penchée sur lui. Est-ce que d'abord elle a crié, elle l'a prévenu? Vous voyez, quand par exemple il y a des attaques d'animaux, je pense surtout aux chats, eh bien en fait, souvent le chat, il ne nous attaque pas d'un coup. Il nous avait prévenu, il nous avait mis un petit coup de patte. Et bien ça se trouve, je ne sais plus la petite fille, je crois que j'ai dit Mélanie. Mélanie, avant de mordre, elle avait peut-être dit non, elle avait peut-être repoussé avec la main. Donc elle avait peut-être prévenu l'enfant. Et peut-être que le petit Octave, lui, tous ses gestes, il ne les avait pas compris ou alors il continuait d'insister. Et du coup, plus on va savoir comment ça s'est passé, plus on va pouvoir la prochaine fois intervenir de manière adéquate en amont. Parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, la petite Mélanie, même si elle prévient, eh bien, en fait, elle ne va plus pouvoir être dans l'inhibition de son action et elle va passer à l'acte. Parce qu'elle a prévenu, mais comme son cerveau est immature, elle n'est pas en capacité de réguler et de se dire ce n'est pas grave, Octave est petit. Non, elle a 2 ans, elle aussi, elle est petite. Et pourquoi? Quelles sont les hypothèses? Est-ce que la petite Mélanie, elle était en train de construire sa tour depuis un quart d'heure? Est-ce que ça fait 3 fois qu'elle se retourne sur le côté, mais qu'à chaque fois, il y a quelqu'un d'autre qui vient l'embêter? Donc, ça faisait la 3e fois qu'elle avait déplacé son jeu. Voilà, donc d'aller réfléchir à toutes ces hypothèses. Donc ça, c'est vraiment la méthode quand on n'a pas le temps de faire une grille d'observation qui est géniale. Et il y a la méthode FAC, FEEL, THINK. Donc, c'est 3 étapes. FAC, ça va être les faits. FEEL, ça va être ce que je ressens. Et THINK, c'est ce que je pense. Donc, FAC, c'est sans interpréter les faits. Donc, les éléments concrets qui sont vérifiables et mesurables. Aujourd'hui, 2 enfants étaient n'ont pas dormi. On va parler de la sieste. Par exemple, 2 enfants n'ont pas dormi. FEEL,
c'est qu'est-ce que j'ai ressenti, quel est mon vécu face à la situation. Est-ce que j'étais surprise que Noémie, elle ne dorme pas? Est-ce que j'étais frustrée parce que j'ai essayé d'endormir Mehdi mais que j'y arrivais pas? Est-ce que j'étais inquiète parce que je me dis que l'après-midi, les enfants vont être agités, fatigués et que du coup, ils vont peut-être se faire gronder parce qu'ils sont avec cette collègue. Le feeling, souvent, on va beaucoup penser, en tant que professionnel de petite enfance, comme on est toutes très empathiques et sensibles, on va beaucoup parler de feeling. Je vous donne un exemple parce que j'ai regardé là la série Empathie. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, c'est un bijou. Vraiment, je vous la conseille sur Canal+. Et il y a un membre de l'équipe, donc ça se passe dans une clinique psychiatrique et il y a une nouvelle psychiatre. Et il y a un membre de l'équipe, donc je n'ai pas son nom, c'est une blonde. Elle est beaucoup dans le feeling. Et du coup, dès qu'ils sont en réunion d'équipe, eh bien, elle va dire son feeling. Elle va dire, ah, cette patiente, je la sens pas. Et elle est beaucoup dans son ressenti. Donc, il y en a un qui l'aime pas du tout dans l'équipe. Et bien, il dit, ah, arrête, on veut pas savoir ce que tu penses. Mais si, c'est important de savoir son feeling. Et du coup, la psychiatre, elle reprend très, très bien et elle dit, du coup, c'est ça ce que tu as ressenti, mais tu peux nous dire qu'est-ce que tu as vu aussi. Donc, elle va replacer sur le fac les faits. Parce qu'en fait, elle a besoin de baser sur des faits. Et bien, du coup, j'ai vu sa pupille se dilater. J'ai vu qu'elle était agitée, mais pas comme d'habitude. Donc, c'est super important, même si on part d'un feeling, de repartir sur les faits pour avoir vraiment les 3 points. Et le dernier, c'est qu'est-ce que j'en pense? Quelles sont mes interprétations, mes hypothèses possibles? Mais on n'enferme pas dans « c'est sûr que c'est ça ». Ce sont des pistes de compréhension. Moi, je m'imagine que potentiellement, cet enfant, il y a ça ou il y a peut-être ça. Donc, cette méthode, elle aide vraiment à distinguer les faits, le ressenti et les interprétations. Et c'est très, très bien d'aller voir les 3. Donc, quand vous êtes avec des collègues qui sont plus sur « je pense que », mais tu te bases sur quoi? Qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce que tu as vu? Comme ça, on a vraiment cette observation qui est plus élargie et du coup plus professionnelle. Et les supports possibles, donc le journal, le carnet de transmission, donc ça va nous permettre de garder une trace écrite, c'est fiable. Moi, je sais qu'une fois, j'avais eu un bilan à faire sur un petit qui avait un trouble du spectre autistique, donc il n'était pas diagnostiqué, mais on avait des doutes. Et bien du coup, on a repris sur plusieurs mois les transmissions qu'on avait fait et du coup, on a pu retracer son évolution pour faire un rapport. Et c'était essentiel d'avoir un rapport pour le rendez-vous avec le médecin. Donc, vraiment un journal où vous datez, ça va être essentiel quand vous avez une situation qui vous questionne. Tout de suite, commencez à noter avec des dates ce que vous avez observé, ce que vous avez ressenti et ce que vous avez eu comme hypothèse. Des vidéos, des photos avec autorisation, parce que là, vous avez le temps de prendre du recul et d'analyser plus finement, et un carnet de transmission parce que vous allez pouvoir partager les infos avec les autres membres de l'équipe pendant les réunions ou avec les familles ou les partenaires extérieurs. Et maintenant, je vous présente quelques outils concrets. Donc, on pourra vous les envoyer. Je les ai trouvés sur Internet. Donc, vous tapez grille d'observation professionnelle, vous allez en trouver plusieurs. Donc là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec ça, c'est sur le développement moteur. Donc ça, c'est pour un enfant de 2 ans, de 2 à 3 ans. Où il en est? Est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est en voie d'acquisition? Est-ce que c'est à travailler? Donc, par exemple, si vous voulez mettre en place un projet sur la motricité libre ou des parcours moteurs, quel matériel je peux acheter? Qu'est-ce que je peux proposer? Où en sont les enfants? Qu'est-ce qui pourrait être utile? Donc, vous voyez, vous pouvez partir sur j'ai envie d'acheter du matériel, mais qu'est-ce qui va être important pour l'année prochaine? Du coup, je vais observer les enfants dans leur développement moteur, voir là en fin d'année ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas. Vous voyez, donc c'est partir avec une problématique. Ou des fois, c'est juste pour les observer, pour faire un compte-rendu aux familles. Là, une fiche d'observation plus générale sur le jeu, donc la connaissance de l'enfant, quel jeu l'intéresse quand il est tout seul, qu'est-ce qu'il fait avec ces jeux. S'il y a des enfants qui vont être plus un peu bidouilleurs, donc ils vont tester, essayer de comprendre. Il y en a d'autres qui vont plus attraper le jeu et qui vont commencer à faire des jeux symboliques, donc ils vont changer, prendre une cuillère et faire un téléphone. Donc, de savoir où ils en sont aussi dans leur compréhension au niveau cognitif. Les interactions avec les enfants, avec qui ils jouent, les interactions avec les adultes, est-ce qu'il vient vers les adultes, qu'est-ce qu'il demande, comment il demande aux adultes, est-ce qu'il les tire par le bras, est-ce qu'il pointe du doigt, est-ce que justement celui-là, il a du mal à demander. Donc voilà, ça nous donne plein d'informations. Donc ça, c'est des grilles d'observation générales. Vous avez des grilles d'observation spécifiques, où là, c'est vraiment observer les enfants en jeu libre. Donc là, ça peut être aussi sur savoir, est-ce qu'on propose trop de matériel, pas assez?
Ça nous donne vraiment une information. On donne le prénom des enfants, où ils sont, comment ils sont, dans quelle posture, avec quoi ils jouent, est-ce qu'ils jouent seuls ou avec les autres, et s'ils ne jouent pas, qu'est-ce qu'ils font. Dans cette observation, et après on fait une analyse. 2 enfants jouent ensemble, 6 autres jouent seuls. Les enfants se déplacent. Donc bien sûr, il faut toujours avoir un objectif. Là, je vous montre des exemples de grilles. On ne sait pas pourquoi cette crèche, ils ont fait cette observation, mais moi, je me dis que ça peut être pour l'aménagement de l'espace, peut-être de savoir si le tapis, on le laisse en milieu de la pièce ou on le met un peu sur le côté, parce que vous voyez, il y a des enfants qui jouent seuls et qui vont regarder dehors. Une grille spécifique, observer les enfants lors du temps du goûter. Contexte immédiat, que faisait l'enfant avant le moment. Donc ça, c'est très important aussi de savoir. Comme ça, on peut savoir quels besoins n'étaient pas remplis. Parce que souvent, on se base aussi beaucoup sur, factuellement, là, il faut savoir qu'est-ce qui a déclenché. Des fois, on ne sait pas. Donc, une case ou qu'est-ce qu'il faisait avant, je trouve ça hyper intéressant. Les facteurs de déclenchement, le déroulement, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, donc factuellement, qu'est-ce qu'a fait cet enfant pendant le goûter, comment les adultes sont intervenus et quel effet a eu sur l'enfant. Donc ça nous aide aussi à voir, est-ce qu'il y a des interventions d'adultes qui ont été plus propices pour apaiser l'enfant ou au contraire des interventions qui ont au contraire pas permis à l'enfant de se calmer. Observation pour mieux comprendre les interactions. Donc ça, c'est ce que je vous disais avec des abréviations. Donc là, c'est vraiment une personne qui va observer et qui va être en dehors de la scène. Du coup, elle va avoir des petits abréviations. Donc l'enfant se replie sur lui-même, il regarde plusieurs secondes, il gagne en conflit, il perd en conflit. Donc ça, c'est vraiment des observations très ciblées où on va vraiment pouvoir avoir un recul pour voir où en est l'enfant dans ses modes d'interaction avec les autres. Et là, je vous ai mis un exemple de qu'est-ce qu'on peut avoir comme critère pour, par exemple, observer le temps d'accueil. On a remarqué que le matin, souvent on part d'une problématique. Donc, si dans notre crèche, on a remarqué que le matin, le temps d'accueil, c'est la catastrophe, eh bien, on va se baser sur plusieurs critères. Donc, ça peut être des choses à cocher, comme je vous ai dit, ou alors des choses à remplir. Donc, sous forme de grille, sous forme de tableau. Le premier, ça va être le comportement des enfants. Quelle est leur réaction à la séparation? Qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? Quel est leur mode d'entrée dans la journée? Comment ils arrivent? Est-ce qu'ils courent dans la pièce? Ils sont plutôt en retrait? Leur engagement dans le jeu? Est-ce que tout de suite après, ils savent à quoi aller jouer? Moi, par exemple, dans une de mes crèches, il y avait l'aménagement de l'espace était toujours mis en place de la même manière et il y avait très peu de jeux de sortie. Et du coup, les enfants, ils n'allaient pas forcément spontanément jouer. Et quand on avait fait un travail sur le jeu et l'aménagement des espaces de jeu, eh bien là, les enfants, ils arrivaient beaucoup plus avec de l'entrain parce qu'il y avait des coins qui changeaient tous les jours et des coins qui étaient vraiment stables. Et du coup, ça, on a vu que ça avait vraiment un impact sur l'engagement dans le jeu. Et du coup, ça a aidé à la séparation. Les interactions entre les enfants, comment ils vont se comporter les uns envers les autres. Je ne vais pas vous lire tous les items, mais c'était pour vous donner une idée. Donc, les interactions avec les parents. Est-ce qu'il y a des rituels, le type de séparation? Est-ce que le parent reste? Est-ce qu'il a, c'est difficile à chaque fois? Est-ce qu'il met des mots? Est-ce qu'il le rassure? Est-ce qu'il est pressé? La posture pro, comment agissent les professionnels à ce moment-là? Je vous ai mis d'autres critères après. L'ambiance du groupe. Est-ce qu'il y avait le nombre d'enfants qui avaient déjà présents? Comment ils étaient? Les effets des arrivées échelonnées. Est-ce qu'ils arrivent plusieurs en même temps? Vous voyez, l'idée d'avoir plein de critères. Donc ça, c'est très, très important à préparer en amont de son observation. Donc, une fois qu'on a tous ces critères, on va réfléchir à quel moment on observe. Est-ce qu'on observe du début de l'observation de 7h à 9h sur tout le temps? Est-ce qu'il y a une personne dédiée à l'observation? Est-ce qu'il y en a une qui se détache une demi-heure? Nous, par exemple, on avait fait dans ma structure l'observation de la fin du repas parce que c'était la catastrophe. On avait décidé qu'on faisait le temps d'observation sur 1 mois et que chaque professionnel allait observer 2 fois. Et donc, du coup, tous les jours d'observation, donc il y avait, je ne sais pas, on va dire 15 observations dans le mois, eh bien, dès qu'il y avait une observation, on allait renforcer la présence. Donc, l'éducatrice qui n'était pas forcément prévue ou la directrice venait en section pour faire le repas, pour qu'il y ait une personne qui puisse se détacher. Et elle avait un pôle, un endroit d'observation. Les enfants étaient prévenus au préalable et cette personne devait, je ne sais plus si on cochait ou on mettait des abréviations, je n'ai plus exactement en tête, mais voilà, le cadre de l'observation était mis en place. Et une fois que toutes les observations étaient faites, là, on se faisait un retour en réunion.
Et le retour, c'était chacune prend la parole, explique ce qu'elle a observé, ce qu'elle a analysé et quelles sont ses hypothèses. Et ensuite, on faisait un plan d'ajustement. Donc là, je vous en ai mis un au hasard, hein. Donc, ce type d'analyse permet de comprendre mieux comment les enfants vivent les transitions et d'ajuster les pratiques. Donc, les points positifs, donc là, il va imaginer qu'il y a une posture cohérente et rassurante, les rituels sont bien installés, l'environnement est adapté. Et les points améliorés, eh bien, il y a une stimulation liée à la porte. Donc, peut-être de choisir que la séparation se fait à un autre endroit. Prévoir un espace refuge. Donc, peut-être que le coin doux, calme, est trop proche de la porte. Et du coup, ça ne permet pas aux enfants qui avaient besoin d'un petit câlin et qui étaient en pleurs au moment de la séparation de s'apaiser parce qu'ils sont tout à côté de la porte. Il y a peut-être des rituels qui ne sont pas encore super bien mis en place et pas cohérents. Donc voilà, ça permet, ce temps d'observation, d'avoir des points à améliorer et une piste d'évolution. Donc ça, c'est le plus important quand on observe, c'est de se dire que derrière l'observation, il va y avoir une analyse et des pistes d'amélioration pour justement sortir de cette situation qui nous pose vraiment problème.